Bonjour à tous. On va commencer sans trop tarder puisque, comme vous le savez, il y a tout un tas de conférences très intéressantes sur ce salon et on est contraint par les horaires et comme vous pouvez le découvrir à l'écran et l'avoir lu sur le programme, on va traiter maintenant d'un sujet qui est relativement large, pour pas dire plus. Voilà. Donc pour les derniers retardataires, le temps qu'ils arrivent, juste quelques petites informations. On va faire un tour de présentation. On va essayer de traiter le sujet sous différents angles grâce à l'expertise des intervenants qui sont réunis sur la scène maintenant. On prendra des questions-réponses sur un temps conséquent après, donc un quart d'heure. On a souhaité qu'on ait le temps d'avoir vraiment un échange. Sachez qu'il y aura ce temps-là. Vous pouvez préparer vos questions. On le prendra après les interventions de chacun. Et on m'a recommandé de dire de mettre bien sur le micro proche pour le replay et puis pour ceux qui sont à distance, voilà, personne ne puisse perdre de partie des interactions. Voilà. Vous avez à l'écran, alors grâce à Manuel, on s'est mis dans l'ordre, comme ça vous pouvez savoir qui est qui. Merci encore. Contribution déjà des intervenants. Voilà donc le panel et je suis vraiment très heureux de modestement animer ce panel qui réunit des experts de haut niveau sur ces sujets-là. Voilà, sur un sujet, vous le savez, qui a fait la une de l'actualité depuis quelques années. Pendant très longtemps de manière très positive, depuis quelques mois parfois de manière avec un peu plus de doute. Donc on est là pour partager avec nos intervenants la situation donc de l'hydrogène bas carbone. Le titre c'est entre défi tech et modèle économique. Voilà. Je vais vous demander peut-être juste rapidement chacun de vous présenter, nom, prénom, fonction, voilà. Et puis ensuite on va entamer la série d'échanges. Je t'en prie, Manuel. Merci Sylvain et merci à tout le monde. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Comme vous savez, il y a une grosse délégation de Deloitte aujourd'hui. On me fait dire qu'il faut mettre... Aujourd'hui avec nous dans le salon. Moi, j'ai fait partie de cette équipe. Je suis directeur à Deloitte. On est basé à Paris. On a une expertise vraiment transversale sur tous les sujets de décarbonation et énergie, notamment aussi sur l'hydrogène, sur l'électricité, sur tout ce qui est aussi enjeu d'industrialisation et électrification de l'industrie. Et voilà, aujourd'hui, on va parler sur l'hydrogène et sur tout ce qui est contentieux, tout ce qui est d'avenir. Et voilà, avec ça, à toi, Pierre. Bien, merci Manuel. Moi donc je suis Pierre Laboué, je suis responsable des relations internationales à France Hydrogène. France Hydrogène, c'est l'association qui réunit les acteurs de la filière hydrogène, donc 400 membres aujourd'hui, enfin un peu plus de 400 membres, 300 entreprises, une centaine de grands groupes, de 100 PME et aussi des acteurs publics. Alors l'État ne fait pas partie de France Hydrogène, par contre les régions françaises en font partie, les collectivités territoriales, des ports, mais aussi des laboratoires, des centres de recherche. Donc, par exemple, l'IFPEN, ici présent, et c'est justement tous ces acteurs-là qui contribuent aussi à animer et à nous faire réfléchir. Moi, en tant que responsable des relations internationales, je suis là pour justement représenter la filière française, informer nos membres sur ce qui se passe à l'étranger, qui est important pour eux, et soutenir l'internationalisation de la filière hydrogène française. Merci. Bonjour à tous. D'abord, merci de m'avoir invité à ce panel. Donc, je suis Didier Ohayon, je travaille à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, donc qui a pour vocation de promouvoir effectivement l'utilisation de cette énergie de façon pacifique. Et dans ce cadre-là, on travaille aussi non seulement sur l'électricité, mais aussi sur Beyond Electricity, et donc c'est la chaleur, mais aussi les rapports avec l'hydrogène et comment effectivement on peut produire de l'hydrogène bas carbone dans de très bonnes conditions. Donc à ce titre-là, on a publié pas mal de rapports sur le sujet, et dont le dernier qui est une sorte de panorama des évolutions de la politique un peu partout dans le monde, et aussi des projets tels qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont eu un destin un peu néfaste, puis d'autres qui progressent dans certaines régions du monde. Donc ça permet de se mettre un petit peu à jour sur les différents projets en cours. Et bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Benjamin Trouvé. Donc actuellement, alors le titre me nomme docteur, mais je suis en thèse. Bientôt. Bien, on l'espère. Donc à l'IFP Énergie Nouvelle.
Je travaille sur la prospective, l'économie prospectiviste de l'hydrogène au niveau international, donc toutes les problématiques liées au commerce international, à la géopolitique notamment, et voilà, l'incorporation de l'hydrogène dans la décarbonation du système énergétique à horizon donné. Voilà. Merci à chacun de vous. Alors, on va commencer peut-être dans le titre, il est mentionné défi tech et modèle économique. Comme vous le savez sûrement, ce qui est souvent à la une des journaux, c'est l'hydrogène, c'est bien, mais c'est cher. Comment c'est acceptable? Comment ça peut être intégré par les différents marchés? Et donc peut-être pour commencer, je vais demander à Manuel s'il peut nous partager sa vision sur les différents marchés de l'hydrogène. Parce qu'on dit souvent c'est cher, mais suivant les usages, les références ne sont pas les mêmes, les contextes, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc quelle est votre vision de ce point de vue-là par rapport au modèle économique des différents marchés? Oui, absolument. Peut-être pour commencer, je pense que ce qu'il faut souligner actuellement, c'est qu'il y a différents types d'hydrogène. On a heureusement un cadre réglementaire qui nous permet de ne plus parler de couleurs d'hydrogène. Je pense qu'on est tous familiers avec hydrogène bleu, hydrogène vert, hydrogène jaune, je passe les détails. Rose, blanc, turquoise. Toutes les couleurs. Maintenant, on arrête, grâce à la réglementation qui se met en place doucement en Europe et qui est implémentée aussi dans les pays membres, on arrête de parler des couleurs et on parle de l'intensité carbone de cet hydrogène. Et c'est ça qui change la donne actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que cette réglementation s'élabore au fur et à mesure. On ne peut pas commencer à parler d'un marché s'il n'y a pas des produits qui sont bien définis. Et la réglementation nous permet de faire ça. Okay? Ça, c'est le premier point à souligner. Ensuite, bien sûr, c'est un marché qui est en pleine création, disons ça. C'est même pas un essor, c'est création. On a vu beaucoup d'ambition, beaucoup de, bon, on appelle ça les objectifs aspirationnels. Beaucoup de pays ont mis sur la table des stratégies d'hydrogène très ambitieuses. Très bien, pourquoi pas. Mais actuellement, on est plutôt dans une phase de rationalisation du marché. Alors, on se rend compte que plein d'usages et plein de choses qui étaient peut-être un peu ambitieuses n'ont pas une rationalité économique très forte. Et actuellement, ce qui fait l'industrie, c'est plutôt souligner quels sont les marchés, quels sont les cas d'application où ces hydrogènes, disons les propres, a du sens. Pourquoi? Parce que dans la réglementation, on va appeler différents types d'hydrogène, soit renouvelables, soit bas carbone, pour ne pas parler de couleurs. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est que cette création du marché a besoin de beaucoup de soutien pour lancer l'économie. On appelle les leading markets. Et ça va être des cas d'usage notamment dans la raffinerie, dans les usages raffineriers où il y a les grandes demandes actuellement. Ça va être dans les cas d'usage aussi pour la production de chaleur de haute température, pour la production de l'acier. Et dans la chimie aussi, en tant que matière première. Et un tout petit peu dans la mobilité lourde, mais c'est quelque chose qui se met en place tout doucement. En plus de ça, il y a des objectifs très précis sur les combustibles e-fuels, on l'appelle ça, dans les maritimes et dans l'aviation, qui sont très prometteurs, mais qui sont à peine en train de démarrer parce que les États membres ont mis des objectifs, mais il faut mettre aussi les moyens et il faut laisser les industriels aussi faire les investissements nécessaires pour démarrer ces cas d'usage. Mais c'est vraiment drivé par les politiques actuellement. Merci. Juste une question en rebond, puis après on va passer à Pierre sur la situation internationale. Mais donc vous nous avez bien décrit les différents marchés, de quelle manière la réglementation va aider à structurer. Mais par exemple, si j'en prends juste un parce qu'il était l'actualité, qui est la sidérurgie. ArcelorMittal a annoncé, enfin c'est dans la ligne des journaux il n'y a pas très longtemps, 600 suppressions de postes, Dunkerque. Il y a eu un plan européen justement sur la sidérurgie. On voit qu'il y a un gros enjeu. Est-ce que, selon vous, c'est un marché sidérurgie pour l'hydrogène? Ou est-ce que, dans la production d'acier globalement, il peut y avoir, parce que l'acier, c'est aussi plein de marchés, un segment de marché, des segments de marché premium ou des segments de marché où le surcoût de l'hydrogène
par rapport aux solutions existantes à ce jour peut être absorbable parce que ça représente sur le produit fini à la fin une petite partie. Est-ce que vous pouvez commenter juste sur ce point pour qu'on entre un peu plus peut-être sur des cibles les plus propices à court terme? Oui, absolument. Vous l'avez très bien remarqué, même si l'hydrogène propre reste plus cher que l'hydrogène pas propre. Sur les produits finaux, les surcoûts n'est pas non plus des x2, x3, x4 comme ça peut l'être les produits intermédiaires quand on compare l'hydrogène propre avec celui qui n'est pas propre. Ça reste plutôt aux alentours de 10-15% pour certains usages, notamment sur tout ce qui est aviation et maritime. Ça peut être un tout petit peu plus cher, peut-être 20-25% sur tout ce qui est acier. Mais spécifiquement dans l'acier, la question qui se pose plus stratégique. Parce que si on doit remplacer les hauts fourneaux pour une technologie alternative, ce n'est pas des choses qu'on peut les faire n'importe quand. Il faut les faire à la fin de vie des fourneaux. Et alors, dans les sites industriels, ça arrive une fois tous les 25 ans. Et on a une fenêtre de tir très, très, très courte qu'il ne faudrait pas rater. Si on ne fait pas les investissements à ce moment-là, il y a des effets un peu de blocage où on va encore attendre 20-25 ans pour pouvoir remplacer la technologie. Alors, comment résoudre ça? Peut-être avec un peu plus de soutien public, peut-être un peu en relaxant un petit peu peut-être la réglementation pour que ça devienne intéressant et avoir un business model qui ait du sens là-dessus. Très bien, merci beaucoup Manuel. Alors, vous le savez tous, l'hydrogène, ce n'est pas une question uniquement française, même s'il y a des enjeux spécifiques en France. C'est même pas uniquement une question européenne, c'est une question internationale. Il y a des stratégies, il y a des acteurs, y compris des experts, qui ont des visions différentes sur comment on pourrait se développer l'économie hydrogène. Pour caricaturer, mais vous avez peut-être ça en tête, par rapport à un certain nombre de gens qui pensent que ça pourrait être une opportunité, y compris de relocalisation ou de reprise d'une certaine autonomie. On disait le pétrole, par exemple en France, on l'importe de loin, le fossile. Et puis l'hydrogène, alors c'est différent parce qu'on pourrait le faire chez nous, à partir d'électricité notamment. Voilà. Donc est-ce que ça sera un marché mondial ou est-ce que ça sera une somme de marchés locaux? Il y a aussi des stratégies. Donc Pierre pour France Hydrogène avait suivi tout un tas de stratégies qui sont mises en œuvre au niveau international, qui ne sont pas les mêmes. France-Allemagne, on parle beaucoup de stratégies différentes. Voilà. Donc est-ce que tu pourrais nous faire un panorama, un petit peu ta vision de l'état des lieux, des politiques publiques et puis peut-être des paris que font les différentes zones géographiques du monde pour qu'on puisse avoir ce panorama en tête avant de revenir sur la France plus tard? Oui, bah alors du coup, en termes de panorama, l'hydrogène, effectivement, aujourd'hui, c'est un marché qui est déjà mondial, en effet. En tout cas, ça fait l'actualité à travers le monde. Aujourd'hui, il y a une 60aine de pays qui ont une stratégie hydrogène, qui sont référencés, d'ailleurs par l'Agence internationale de l'énergie, donc stratégies qui sont publiques et accessibles en ligne. Il y a une 30aine de pays développés, une 30aine de pays en développement qui ont cette stratégie-là. Mais ces stratégies, ce qui est assez intéressant, elles ont été publiées là entre 2017 et 2025 avec vraiment un pic à un moment, après 2020 et surtout 2022. Avec une raison assez simple, c'est qu'il y a eu les précurseurs, Japon en 2017, France en 2018 avec un premier plan national avec Nicolas Hulot, mais surtout 2020 c'était le marqueur avec l'Allemagne, la France, l'Espagne et surtout l'Union européenne qui publient leur stratégie. Avec un élément qui a beaucoup intéressé le reste du monde, c'est notamment de la part de l'Allemagne et de l'Union européenne en disant nous, on va avoir besoin, nous, Union européenne, nous, Allemagne en particulier, avoir besoin d'importer des molécules à l'horizon 2030. Ces besoins d'importation en molécules ont été amplifiés avec le plan REPowerEU de mai 2022, donc quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en disant ok, l'hydrogène, on a besoin pour se décarboner, on en a aussi besoin pour notre sécurité énergétique, pour se passer dans l'importation de carburants fossiles russes, pétrole, gaz et charbon. Et là, l'Union européenne a notamment annoncé une ambition, là c'était les objectifs aspirationnels dont parlait très poliment Manuel, de 10 millions de tonnes d'hydrogène par an à 2030. Énorme alors qu'on en produit 0 million de tonnes en 2022 et 2020. Mais ça a fait tilt évidemment et ça a énormément intéressé beaucoup de pays dans le monde.
On dit ok, je vais pouvoir, parce que j'ai des ressources, des capacités de production d'hydrogène, je vais pouvoir en exporter et peut-être du coup avoir une manne en termes de devises, avoir une ressource, un développement de mon économie locale, etc. Mais là, fondamentalement, on est en 2025, 2030, c'est dans 5 ans. Quelle est la structuration en effet de ce panorama mondial et comment nous, la France, on se positionne en fait dans ce panorama mondial? Les projets, le développement des projets hydrogène, on peut être catégorisé en 3 grandes phases. Si je reprends et je me calque un petit peu sur la dénomination qui est utilisée aujourd'hui par l'Agence internationale de l'énergie, dont le rapport Global Hydrogen Review fait vraiment figure de référence sur un peu l'état des lieux. Vous avez les projets qui sont juste des concepts, où il n'y a même pas d'études de faisabilité qui sont lancées, des projets on va dire préliminaires, où l'étude de faisabilité est lancée, donc on va savoir au bout d'un moment s'ils sont faisables ou pas sur le plan économique, et des projets qui sont en phase avancée, c'est-à-dire dont la décision finale d'investissement, ça y est, a été prise et globalement, quand la décision finale d'investissement est prise, on peut avoir des surprises, mais normalement, ça va jusqu'au bout. Je vais complètement écarter les projets qui sont juste en phase de concept parce qu'encore une fois, on est en 2025, à l'horizon 2030, ça a plus de sens, il ne devrait pas se faire. Mais ce qui est pas juste important de noter, c'est qu'une grosse partie de ces projets qui sont aujourd'hui en phase de concept, ils reposent très souvent sur un modèle économique, celui précisément qui est basé sur l'export. Et c'est là où on voit qu'il y a un point de faiblesse sur ces projets qui sont positionnés sur l'export, c'est que pour être positionnés sur l'export, ils doivent être très très gros, pour être rentables, avoir un coût unitaire par kilo ou tonne de molécules le plus faible possible. Or, on n'en fait pas encore des projets à l'échelle du gigawatt, donc ça prend plus de temps. Technologiquement, DefiTech, ça demande justement quand même tout un travail. Et en plus de cela, ça demande des investissements qui sont énormes. Et en plus de cela, ça doit être des projets qui sont alignés sur les critères européens, qui sont extrêmement stricts et qui rajoutent beaucoup de critères et de contraintes aussi pour le déploiement de ces projets en termes d'additionnalité des énergies renouvelables qui sont utilisées pour les électrolyseurs par exemple. Mais c'est un sujet un peu technique que je laisserai de côté. Si on se concentre sur les projets qui sont en phase préliminaire, dont l'étude de faisabilité a été à minima entamée, à l'horizon 2030, si tous ces projets devaient se réaliser dans les temps, on pourrait avoir une capacité de production de plus de 50 millions de tonnes d'hydrogène par an à 2030. 50 millions de tonnes d'hydrogène par an à 2030, d'après les chiffres de l'AIE, c'est énorme. Sachant qu'on part de zéro aujourd'hui, ça veut dire qu'en 10 ans, on aurait vraiment un déploiement incroyable. Et en même temps, ça a relativisé. Aujourd'hui, on consomme quasiment 100 millions de tonnes d'hydrogène fossile, donc avec une empreinte carbone extrêmement forte par an. Donc on est juste à la moitié de ce qu'on consomme en hydrogène fossile actuellement. Donc il faut bien l'avoir en tête. En termes de techno, sur ces 50 millions à peu près, c'est un peu plus, 75% ça serait de l'électrolytique, renouvelable ou nucléaire justement, donc bas carbone, et 25% du bas carbone fossile. Je vais en reparler dans un instant. La proportion va s'inverser dès qu'on va passer sur les projets avancés. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur ces projets préliminaires, sur ces 50 millions de tonnes, 75% de cette production serait concentrée dans 14 pays. États-Unis, Canada, Chine, Brésil, mais aussi plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Danemark, qui a inauguré aujourd'hui son premier site de production d'ailleurs d'e-méthanol, mais aussi l'Allemagne et la France. On serait dans le top 14. Très bien. Donc là, on est assez bien placé. Mais si on regarde cette fois-ci les projets qui sont juste avancés en décision finale d'investissement, là, il n'y a que 8 millions de tonnes de capacité de production qui ont atteint ce stade-là de la décision finale d'investissement. Et cette fois-ci, il n'y a plus que 3 pays qui représenteraient 75% des capacités de production mondiales. Les États-Unis, le Canada et la Chine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette fois-ci, 50% des capacités de production ayant atteint la décision finale d'investissement sont des capacités de production fossiles bas carbone. Donc fossiles avec une solution de captage du carbone et de stockage. On est vraiment sur une autre situation. Et pour aller vite, parce que je n'ai que 5 minutes, pardon, ce qui est très intéressant, c'est de voir la Chine qui a avancé extrêmement vite sans avoir une stratégie très très ambitieuse, justement, juste un plan quinquennal, mais qui aujourd'hui, il y a eu un rapport publié il y a quelques semaines par le PCC du coup sur le développement de l'hydrogène en Chine. Il serait à 500 000 tonnes de capacité de production électrolytique déjà installée, donc 300 000 tonnes d'hydrogène électrolytique déjà produit. Nous, en France, à l'horizon 2030,
dans la nouvelle stratégie hydrogène, notre objectif de consommation, c'est 500 000 tonnes. Donc ce qu'ils produisent aujourd'hui, c'est déjà ce que nous, on vise à consommer plus tard. Donc il y a vraiment un modèle économique là aussi, enfin des projets qui avancent extrêmement fort. Et ce qui est après intéressant pour nous, côté français, c'est que dans la stratégie révisée de l'hydrogène, il y a eu vraiment un changement justement sur les secteurs d'usage dont tu parlais à l'instant. Et l'usage de l'hydrogène comme matière énergétique, comme donc les usages non énergétiques finalement de l'hydrogène, pour produire autre chose, ont vraiment pris le pas. Donc selon nos estimations, et selon plus que en gros, le plus gros de la production d'hydrogène en France serait utilisé pour produire des carburants de synthèse, pour l'aviation en particulier. Et un autre élément, et ça permettra peut-être de faire le lien juste après, ça sera l'utilisation aussi de l'hydrogène pour permettre l'intégration dans le bouquet énergétique français, notamment le bouquet électrique, des renouvelables et du nucléaire comme service énergétique pour le mix. Ce n'est pas valorisé en volume, mais c'est un point qui peut être extrêmement intéressant et important aussi pour la structuration de la filière en valeur. Merci beaucoup Pierre. Pour ce panorama très riche, et on voit donc qu'il y a quand même un certain nombre d'options qui sont prises de certaines régions du monde. Tu mentionnais États-Unis, Canada, de l'hydrogène. Alors on n'appelle plus comme ça, mais par simplicité, on disait bleu, donc fait par vaporeformage avec captation du CO2, et hydrogène plutôt vert, on dit dans le langage public, en Chine. Voilà. Alors tu as largement utilisé les travaux de l'Agence internationale de l'industrie, de l'énergie, pardon, mais Didier va probablement pouvoir, mais c'est leur vocation, des travaux de l'Agence internationale de l'énergie, justement d'être largement repris, et ils font référence effectivement dans plein de domaines. Vu de l'AIEA, quelle est ta vision, Didier, sur justement ces modèles économiques, peut-être les synergies aussi qui peuvent se développer avec les sources d'énergie que sont le nucléaire, les renouvelables. Je crois que tu as travaillé longtemps avant d'être à l'AIEA dans le nucléaire, dans le domaine nucléaire notamment. Voilà, est-ce que tu peux nous partager ta vision sur ces enjeux-là? Oui, alors d'abord on travaille beaucoup aussi avec l'AIE parce qu'effectivement l'Agence internationale de l'énergie qui avait pour vocation d'assurer la sécurité énergétique et nous la promotion effectivement de l'énergie nucléaire, on travaille beaucoup en collaboration notamment dans les perspectives à long terme. Et on voit quand même qu'on a un petit peu de mal parfois à faire des prévisions. Si on regarde ce qui a été prévu 3 ans avant et ce qu'on voit après, des fois on n'est pas aussi juste qu'on aurait aimé l'être. Mais je dirais qu'un des problèmes aujourd'hui qu'on a, déjà un progrès très fort, c'est d'avoir parlé que de bas carbone. Et d'arrêter de parler de ces couleurs de l'arc-en-ciel pour distinguer, pour pouvoir opposer le nucléaire aux renouvelables, etc. Et ce qui est important, c'est effectivement d'avoir de l'hydrogène bas carbone. Et après, de dire où il se situe en termes de prix, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que si les projets collapsent, pardon de cet anglicisme, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'off-taker. Deuxième anglicisme, pardon. Demande. Voilà, donc je vais me mettre à l'amende. C'est parce qu'effectivement, on a du mal à trouver des gens qui sont capables de payer ce premium pour avoir du bas carbone. Et je crois que Patrick Pouyanné disait pourquoi j'achèterais du bas carbone 6 fois plus cher que ce que je peux acheter, parce qu'on est parfois à 1 euro du kilo si on est en fossile. Et si on rajoute effectivement du CCUS, comme ça a été dit, on peut être largement en dessous de 2. Donc il faut trouver effectivement un moyen alors le bas carbone CCUS ne tient pas compte des fuites méthane et il y a eu un très bon rapport de l'AIE sur le sujet qui montre que c'est un sujet assez important pour le réchauffement climatique. Donc il faut qu'on trouve un moyen effectivement d'améliorer le business case. Et ça veut dire 2 choses. C'est-à-dire qu'un, c'est le prix de l'électricité, parce que je crois que je parle sous votre contrôle, mais c'est le problème majeur. Et ensuite le facteur de charge des électrolyseurs. Puis après, je dirais l'efficacité des électrolyseurs si on n'est plus en basse température, si on va sur des technologies un peu nouvelles. Et c'est là où on peut avoir le combo gagnant entre le renouvelable et le nucléaire. Ce matin, il y avait une excellente table ronde sur la flexibilité. On disait que quand le nucléaire est arrivé sur le marché, on a inventé les ballons d'eau chaude pour pouvoir effectivement profiter de cette énergie abondante qui était produite pendant la nuit, bas carbone produite pendant la nuit. Là, on a du solaire bas carbone produit pendant le jour. Et il y a des endroits où il est avec un taux de charge très élevé, donc ça peut faire l'effet. Et on peut avoir aussi du nucléaire, au lieu de le faire moduler, pour avoir été directeur de centrale nucléaire, c'est pas si simple que ça. Au lieu de le faire moduler, on pourrait peut-être aussi utiliser ça pour essayer d'avoir ces électrolyseurs qui essaient de chercher des prix d'électricité qui sont plus bas.
plus bas, mais encore une fois, il faut vraiment être prudent parce que même quand on parle de bas, pour être compétitif avec du fossile, il faudrait être en dessous de 30 euros et à 30 euros, il n'y a personne qui sait faire de l'électricité correctement, quoi. Donc là, il faut aussi... Deuxième point, c'est les électrolyseurs, il faut augmenter de taille, c'est ce qui a été dit, pour qu'effectivement leur capex baisse et que leur taux de charge puisse aussi baisser de telle sorte que ça influe moins sur le prix final. Et le troisième point, c'est la flexibilité. Je crois qu'RTE, dans son volet hydrogène, a prévu 15 TWh de flexibilité pour ajuster le système, parce que même si on a un système très bas carbone, etc., on a quand même besoin en pointe de centrales fossiles pour ajuster, hein. Le dernier mégawatt est le plus cher, hein, et donc si on peut remplacer ça par de l'hydrogène, alors en France c'est 15 TWh, mais en Allemagne ils avaient prévu 20 gigawatts de turbines hydrogen ready, comme ils le disent, pour compenser le fait qu'ils ont fait le phase-out du nucléaire. Mais donc ça, c'est important. Et enfin, le dernier point, c'est sur la maturité des technologies, où là, il va falloir aller sur des choses qui sont au-delà de la basse température. Donc utiliser la chaleur aussi, avec les électrolyseurs haute température, avec peut-être des réacteurs aussi qui produisent de la chaleur, basse et haute température. Et là, on va pouvoir avoir un combo en termes d'efficacité énergétique qui est bien supérieur et donc faire baisser les coûts. Mais là, le problème, c'est qu'on est dans des niveaux de maturité qui sont encore très faibles. Et donc, ceux qui annoncent des coûts aujourd'hui, c'est quand même très audacieux, quoi. Donc, je dirais que c'est à peu près ça ce qui peut compléter ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup Didier. On voit qu'il y a plein de pistes pour essayer d'optimiser, comme tu disais, les modèles économiques. Et on sent bien qu'on en a besoin, que ça sera important. Benjamin, pour finir le tour de table, je crois dans le cadre de ta thèse, tu as dit tout à l'heure que tu développes un modèle qui permet d'apprécier justement la sensibilité à un certain nombre de paramètres, notamment pour construire le prix de l'hydrogène, différentes technologies. Je ne sais pas si tu peux nous partager quelques résultats de ce point de vue-là. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'utilise un modèle donc, au niveau mondial, donc, ce qui peut faire écho à l'analyse de Pierre tout à l'heure. Et alors c'est un modèle de prospective, donc vous allez renseigner les différentes demandes énergétiques et vous allez vouloir les fournir via une optimisation qui va vous permettre de trouver les meilleures technologies pour répondre à cette demande énergétique. Donc vous allez modéliser toutes les chaînes de valeur. Et l'idée, c'est de regarder justement dans quelle mesure l'hydrogène peut s'incorporer. Donc je sais que Manuel a fait une étude similaire au cas européen, moi c'est plus au niveau mondial. Et voilà, l'idée c'est de voir quelle serait la production, quel pays pourrait émerger en tant que producteur, en tant que consommateur, et les enjeux en termes de commerce associés. Et justement, pour rebondir avec mes analyses qui sont faites, avec les stratégies qui sont annoncées via les différents plans, j'aimerais aussi citer un article qui justement regarde quels seraient les taux de croissance nécessaires, en tout cas pour pouvoir développer à échelle les électrolyseurs à horizon 2050. Et en fait, quand on regarde, si on applique les mêmes politiques qu'on a appliquées pour développer le solaire et l'éolien, en fait, finalement, on n'arrive pas aux cibles annoncées, par exemple aux 500 gigawatts au niveau européen et aux 3600 gigawatts d'électrolyseurs installés à horizon 2050 au niveau mondial. Et en fait, quand on regarde un peu plus près, ce qu'il faudrait faire comme politique, c'est des politiques d'investissement massifs qui seraient similaires à des investissements dans l'armement, donc des économies de guerre qu'on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, au nucléaire en France avec le plan Mesmer, ou même les vaccins du Covid-19. Donc l'idée, c'est de se dire, on s'est fixé des objectifs historiquement pour développer la filière, mais on n'a pas mis en place les outils nécessaires, en tout cas, on ne s'est pas donné les moyens de développer cette filière. Maintenant, une fois que ce panorama est posé, l'idée, c'est de se poser la question, est-ce que les prétentions qu'on a données à l'hydrogène sont les bonnes ? Est-ce qu'on n'a pas été trop optimiste ? Voilà, je ne vais pas donner forcément les raisons associées, mais l'idée c'est de se poser des questions et dans un point de vue prospectif, en tout cas de réflexion, de se dire finalement, quand on veut décarboner un système énergétique, qu'est-ce qui arrive en premier ? Bon, tout d'abord, on peut avoir les gains d'efficacité énergétique, voilà, l'électrification des usages qui déjà pose un problème à l'heure actuelle. Et enfin, l'hydrogène dans les secteurs durs à décarboner, comme l'acier, aussi le transport lourd ou d'autres, ou même l'aviation. Et donc, moi ce que j'ai envie de porter aujourd'hui, c'est se poser la question sur ce déploiement et de se dire, bon, finalement, moi, quand je fais mes estimations,
quand on rentre des hypothèses assez conservatrices finalement sur tout le déploiement de l'économie et même sur du captage et du stockage de carbone, parce que c'est aussi un sujet avec une grande incertitude. On parlait du déploiement de l'hydrogène bleu, donc avec du vaporé, formage de méthane et du capture et stockage de CO2. Mais le souci, c'est où on met ce CO2. Donc on a des projets en Norvège, en mer du Nord et autres, mais est-ce qu'on a assez de capacité pour le faire par exemple aussi, ce que je voulais mentionner, c'est que Pierre, tu l'as très bien dit, avec les projets annoncés qui sont en stade final d'investissement, on arriverait à peu près à 8 millions de tonnes d'hydrogène produits, sachant que finalement, les estimations donc, de l'Agence internationale de l'énergie et même d'autres articles de recherche vous donnent des ordres de grandeur avec une multiplication par 5, par 3 à 5 par même 10 de ces projections. Donc là, on a vraiment un problème entre notre vision des technologies, des coûts associés et de ce qu'on veut lui faire dire et des stratégies mises en œuvre. Voilà. Merci beaucoup Benjamin, et je trouve que ce recul historique est très utile et très intéressant parce que bon, il y a beaucoup d'espoirs qui sont nés et qui restent sur l'hydrogène si on fait globalement. Mais il faut voir que c'est des dynamiques de filière, y compris au niveau industriel, on n'a pas eu le temps de l'aborder encore, mais qui prennent un certain temps. Et la comparaison que tu as faite avec le développement du solaire ou d'autres filières me semble utile à garder en tête. Voilà. On vous a partagé un certain nombre de visions. Comme je l'avais annoncé au démarrage, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse prendre un certain nombre de questions, de réactions, de commentaires dans la salle, pour après finir par des réponses et puis des derniers mots des intervenants. Voilà, donc la parole est à vous pour partager vos questions, vos réflexions, vos commentaires. C'est étonnant que vous n'ayez pas de questions sur l'hydrogène. Bruno Barthélémy, Petroneos. Est-ce qu'il y a des géographies qui semblent plus favorables au développement de l'hydrogène? Et quid de l'aspect de transport, si on dit qu'il y a des exports ammoniac? Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ces sujets? S'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, parce qu'autrement on pourrait prendre, je vais vous laisser ceux qui le souhaitent. Manuel, dire quelque chose là-dessus? Oui, absolument. Disons que ça dépend de la technologie qu'il faut mobiliser pour produire l'hydrogène. Ça va définir beaucoup les meilleurs emplacements et l'emplacement idoine. Si on parle de l'hydrogène produit par électrolyse, bien sûr, il faut un accès à l'eau qui soit conséquent, sinon il faut peut-être tirer l'eau de la mer et faire de la désalinisation, qui va ajouter un tout petit peu de surcoût, de gestion des déchets aussi. Ensuite, bien sûr, il faut, si on parle de l'hydrogène bas carbone, il faut aller les chercher là où il y a les renouvelables à proximité. Où, notamment les régions, par exemple, Chili, peut-être un peu l'Argentine aussi, le nord de l'Afrique sont très prometteuses pour avoir une forte production d'hydrogène. Et en ce qui concerne les transports, c'est sûr que la manière la plus simple de les transporter, c'est en utilisant les molécules. Parce que ça, on se dirait. On peut aussi considérer la... Quand tu dis molécules, c'est pas nécessairement l'hydrogène, mais... Les dérivés. Voilà. Les dérivés. Ammonia, méthanol, etc. Parce que c'est beaucoup plus mature comme technologie, ça coûte moins cher aussi. Après, il y a certaines exceptions où on peut utiliser les pipelines des gaz ou même construire des nouveaux qui soient capables de transporter l'hydrogène. Mais ça a ses limites, il faut quand même que ça soit de courte distance, à relativement courte distance. J'aimerais bien effectivement aussi rebondir sur la question avec un autre angle. Parce que là, justement, ce qui est très intéressant, c'est que Emmanuel, avec Deloitte, vous avez fait justement des modèles économiques qui montrent des optimums grâce à des capacités, un potentiel, que ce soit renouvelable, eau, foncier, etc., tout un tas de critères. Ce qu'on voit aujourd'hui en termes de développement concret, c'est qu'il y a en fait un autre critère aussi qui rentre énormément en compte. À minima, c'est la demande. Les projets se développent en particulier là où il y a de la demande, là où aussi les acteurs sont prêts à payer un premium, et plus fondamentalement encore, les projets se développent là où en fait les États
peuvent mettre de l'argent pour soutenir le développement, le déploiement de cette économie qui est en fait une création de marché. C'est tout l'enjeu de toute façon de tous les projets de transition énergétique, c'est qu'on ne fait pas ça parce que c'est plus performant sur le plan opérationnel ou moins cher, sinon on n'aurait pas besoin d'intervention du marché. On fait ça parce qu'on a un enjeu de sécurité climatique qui est un enjeu aussi justement purement sécuritaire. Tu mentionnais la Seconde Guerre mondiale précédemment sur le déploiement et les besoins de déploiement similaires. Là on a aussi un enjeu climatique, c'était aussi beaucoup pour ça qu'on avait justement calibré tous les modèles. Et finalement, si on se retrouve avec la Chine, enfin là, tout pourrait changer avec les États-Unis quand même dans le contexte actuel et Canada aussi, c'est que ce sont des États qui peuvent mettre beaucoup d'argent sur la table facilement, et le point facilement est très important, pour soutenir l'écosystème. États-Unis, c'est l'Inflation Reduction Act, c'est les hubs hydrogène, etc., qui en fait étaient censés être assez simples. Chine, c'est évidemment un parti communiste chinois qui a aussi une autorité politique pour dire ok, on investit là. Et nous, on est capable d'avancer, mais de manière, c'est un peu plus compliqué, on a des règles qui sont plus complexes, on est à 27, etc. Mais on a une demande. Et il y a des projets quand même qui avancent. Mais après, sur effectivement des rationnels qui sont peut-être un peu différents que ce qu'on avait forcément vu. Il y a quand même le raffinage qui bouge beaucoup aujourd'hui, plus que ce qu'on pensait. Les carburants de synthèse énormément, kérosène, méthanol aussi, ammoniac évidemment. Et effectivement aussi un petit peu l'acier par exemple. Donc voilà, il y a aussi ce point-là qui n'est moins en termes de potentiel économique ou de théorisable en termes de potentiel économique, mais qui concrètement dans les faits aujourd'hui ressortent énormément. J'aimerais juste mentionner qu'on parle du transport de l'hydrogène ou de ses dérivés, mais je pense que le point important, c'est de se dire que ce n'est pas pour demain et que finalement le déploiement de l'hydrogène ne doit pas dépendre de ces routes commerciales, puisque le besoin d'infrastructure est énorme. Notamment, on parle de construction de nouvelles pipelines parce qu'on se rend compte que les reconvertir, déjà physiquement, c'est compliqué. Il y a des problèmes de physique et même des routes maritimes. Pour créer les infrastructures, des infrastructures portuaires pour l'ammoniac et autres, mais il y a très peu d'échanges à l'heure actuelle. Et pour créer ce commerce, il faut du temps. Par exemple, le GNL a mis 50 ans à atteindre son pic de commerce international en termes de marché. Donc, c'est pas pour demain. Et je pense que ce que je veux faire ressortir, c'est que le déploiement de l'hydrogène doit être d'abord national et se baser sur des stratégies de réduction de coûts, donc de R&D nationales, avant de se reposer sur des stratégies d'import et d'export, je pense. Là, ce sera dans un second temps, mais peut-être en horizon dans 20 ans, disons. En tout cas, moi, dans mes estimations, c'est ce qui ressort. Et voilà. Et après, peut-être construire un monde globalisé, si il y a toujours un monde globalisé, à ce moment-là. Merci pour le si. Didier, tu voulais, je voulais juste réagir effectivement pour répondre à la question. En fait, il y a deux façons. Soit on se rapproche du demandeur. Et dans ce cas-là, l'idéal, c'est plutôt d'être sur des réseaux décarbonés et puis d'être le plus proche possible. Et dans ce cas-là, d'accepter le premium, parce que ça, c'est aussi une des grosses difficultés. Ou alors, effectivement, c'est de viser le taux de charge maximum si on est sur des renouvelables. Et dans ce cas-là, on va se retrouver avec des pays, comme ça a été indiqué, comme le Maroc, le Chili, et vient le problème du transport. Et dans ce cas-là, il faut passer par l'ammoniac, etc. Mais ces pays-là vont aussi demander à ce que la valeur ajoutée soit aussi chez eux. Et c'est un peu aussi, alors, entre guillemets, colonialiste, parce que l'approche allemande de dire je vais faire tout au Maroc, je ramène de l'hydrogène via des pipes, etc., en sachant que les pipes, on ne peut pas réutiliser des pipes standards parce qu'ils ont des problèmes de corrosion, etc. Donc toute cette infrastructure-là va coûter très, très, très cher. Donc je partage assez le fait qu'il faut travailler avec les demandeurs, parce que le travail de la demande est clé. Les hubs, et après c'est les subventions, mais il faut faire très attention aux subventions, parce qu'aux États-Unis, il y avait des hubs. Trump est arrivé, il n'y a plus de hubs. Je discutais avec quelqu'un de l'université de Purdue qui m'a dit les projets, il n'y en a qu'un qui est resté, voilà, dans le pipe. Donc voilà, donc il faut. En plus, il y a les problèmes d'additionnalité, de rates, enfin, il y a tous ces sujets-là qui limitent considérablement, d'ailleurs de façon assez légitime, parce qu'il ne faut pas faire du greenwashing. Mais attention aux subventions, parce qu'il y a un moment quand on peut avoir des écarts de politique, et là ça s'écroule très très vite. Donc il faut très vite amener un business qui lui aussi est soutenable, par lui-même.
Dans ces cas-là, pour rebondir, et peut-être aussi rebondir sur la première question, par exemple sur les marchés d'avant-garde, les green yield markets, comme on dit en bon anglais. Effectivement, on voit, et c'était, je trouve, très très bien montré dans votre étude de Deloitte sur les impacts économiques des différentes solutions de transposition de RED 3, où vous preniez le surcoût de production entre l'hydrogène renouvelable ou électrolytique, d'ailleurs renouvelable ou bas carbone, et l'hydrogène gris. On voyait que, par exemple, on le transforme, et il y a un écart qui est fou. Un carburant de synthèse, un e-kérosène, ça coûte 8 fois plus cher potentiellement, et ça varie, qu'un kérosène standard. Le truc, c'est que quand on regarde l'impact sur le billet d'avion, c'est extrêmement faible, et là c'est même pas du 10% dans votre étude dont je me souviens, tout simplement parce que sur un billet d'avion il y a énormément de taxes, et c'est pareil sur le prix à la pompe, il y a énormément de taxes, donc l'impact sur l'utilisateur in fine il est tout petit, et c'est là où pour la filière hydrogène, et je rejoins complètement ce point, la construction de la demande à les clés, en fait il faut qu'on trouve aussi les marchés où le premium il peut être facilement absorbé en premier lieu par le consommateur final. Et pour la question de l'acier, je pense que c'est aussi le cas. Si on se dit qu'une tonne d'acier aujourd'hui c'est 300 tonnes, si je ne me trompe pas, 300 € la tonne, qu'une tonne d'acier décarboné avec de l'hydrogène c'est 1000, enfin je vais faire un truc, on va dire x3, ce sera plus simple. Un véhicule électrique, si on dit que son prix c'est 40 000 € et que le surcoût c'est du coup du 600 €, on peut même mettre du plus si vous voulez, mais passer de 40 000 € à 40 600 €, c'est pas ça qui va empêcher la vente du véhicule. Par contre, pour l'entreprise qui est au milieu, elle, ça peut manger ses marges. Et dans un monde qui est ultra compétitif, on le voit avec ArcelorMittal, on le voit avec la crise aussi de nos fabricants d'automobiles, qui quand même se posent beaucoup de questions avec l'arrivée de la concurrence chinoise sur le marché du véhicule électrique. Évidemment, le sujet est très sensible. Mais c'est plus facile de traiter ce point-là du maillage, surtout sur un aspect, on va dire, provisoire, en disant, OK, là, on est sur une montée en puissance, sur un facteur de charge qui va s'améliorer, sur des technos qui vont aussi progresser, que de se dire, OK, on devra continuer à porter à bout de bras jusqu'au bout un marché, parce que là effectivement on est très exposé politiquement à un revirement et aussi à un refus social in fine de payer toujours plus cher pour la même chose en soi, parce que c'est le même véhicule qui sort à la fin, ou la même tonne d'acier en soi qui sort à la fin. Merci beaucoup. Il y a le temps pour encore une question. Si vous en avez une, autrement c'est moi qui poserai la dernière question. Oui, je vois Emmanuel qui a levé son bras. Je l'ai reconnu. Merci beaucoup pour vos informations. Vous n'avez pas du tout abordé la question de l'hydrogène naturel. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus ? Magnifique sujet. L'hydrogène naturel, alors c'est quoi ? Là on a parlé d'hydrogène qui est je sais pas comment l'appeler, anthropique en soi, enfin c'est nous qui le produisons, effectivement. L'hydrogène naturel, vous pouvez le récupérer en soi, on a des fuites d'hydrogène qu'on peut trouver naturellement. Il y en a une qui est exploitée depuis 2011 au Mali, dans un village qui est justement, qui permet d'alimenter, je crois, une toute petite centrale électrique. Et là on est en train de, pendant des années on se disait non, c'était impossible de trouver l'hydrogène naturel, ça n'existe pas comme ça. Et là en fait, comme souvent quand on cherche on trouve, là on en trouve de plus en plus. On en trouve aussi en France, dans le bassin d'ailleurs lorrain, dans le bassin du sud-ouest. Il y a des permis de recherche qui ont été accordés d'ailleurs. Mais on en trouve de plus en plus partout dans le monde, Australie, Russie, États-Unis, Canada. L'hydrogène naturel en soi, et ça c'est un point qu'il faut bien avoir en tête, si ça se confirme bien, si on peut bien l'exploiter économiquement, ça serait une révolution énergétique. Et des révolutions énergétiques, c'est-à-dire ce serait une nouvelle source d'énergie. On a parlé de vecteurs énergétiques, là ça serait une nouvelle source d'énergie qu'on trouverait. Ça serait une révolution. Après le pétrole, après celle du gaz, après celle du nucléaire, on aurait celle-là. Toute la question et tout l'enjeu, c'est de comprendre comment ça marche. Moi, je ne suis pas un expert pour le coup hydrogène naturel. Ce qui est passionnant en revanche, c'est que le modèle est complètement différent du pétrole et du gaz. Ou cette fois-ci, pétrole et gaz, ça peut varier avec pétrole de schiste, etc. Mais vous avez un réservoir, un stock qui est là depuis des millions d'années. Vous pouvez évaluer. Vous mettez votre tuyau à l'intérieur, vous en faites ressortir. Là, c'est complètement différent. On n'est plus sur une logique de stock, on est sur une logique de flux. Un flux qui, notamment, peut être créé lorsque de l'eau, par exemple, arrive et est en contact avec des roches qui n'ont jamais été en contact, eux, avec l'oxygène, si je ne me trompe pas. Donc ça va casser la molécule d'eau.
Et du coup, ça va oxyder la roche, mais l'hydrogène va fuiter. Ça se produit beaucoup, par exemple, quand il y a une éruption volcanique en mer, où là, on peut avoir des grosses fuites d'hydrogène, mais bon, là, c'est un peu comme la foudre, pour le capter, c'est un peu compliqué. Sauf qu'on peut avoir quelque chose de plus stable. Toute la question, c'est de bien comprendre, oui, est-ce que c'est stable dans le temps? Est-ce que ce flux, il se renouvelle en permanence? Parce qu'évidemment, si on commence à l'exploiter, il va nous falloir construire des infrastructures. Ces infrastructures, ça va coûter cher. Un puits de pétrole, un puits en gaz, c'est une industrie qui est extrêmement mature, qui a énormément d'argent. On sait très bien faire. Pourtant, on a plein de gisements de gaz en Méditerranée qu'on n'exploite pas. Parce que, en fait, économiquement, on ne l'a pas. Donc là, ça va être vraiment tout l'enjeu, et technologique, et économique, et infrastructurel, de bien évaluer ça, sachant qu'encore une fois, on est sur des projets énergétiques. On s'inscrit dans un temps qui est long. 5 ans, pour nous, c'est très très peu dans le monde de l'énergie. Et là, dans l'hydrogène naturel, on est au tout début de l'aventure. Donc, il y a juste un point. J'ai bien dit que c'était une révolution énergétique. Je ne voudrais pas non plus créer un emballement ou quoi. Là, on est encore sur vraiment le début. C'est aussi important pour atteindre nos objectifs climatiques qu'on soit rigoureux. On a commencé quelque chose avec l'électrolytique et aussi le bas carbone fossile. Mais en France, c'est surtout l'électrolytique. Il faut qu'on continue là-dessus et pas non plus s'attendre à une solution miracle, parce que sinon ça peut vraiment aussi mettre en danger l'ensemble de nos efforts de décarbonation et de sécurité énergétique. Merci beaucoup. Alors peut-être juste pour finir, je vais vous demander un exercice difficile, mais peut-être en 30 secondes, pour venir aux enjeux de la situation française, puisque la stratégie nationale révisée a été publiée là, il y a une quinzaine de jours. Et donc de manière courte, et nécessairement ça sera réducteur, mais quel est selon vous, dans l'échéance des mois ou de l'année qui est devant nous, l'enjeu clé pour que la filière hydrogène en France, on va se recentrer sur la France, on a beaucoup parlé d'international, puisse progresser, et pour que ce doute qui s'est inséré dans les éditoriaux des journaux, et voilà, après de grands espoirs, et bien qu'on puisse avoir un rebond et quelque chose qui se construise. Voilà, donc ça va être frustrant parce que on a déjà balayé beaucoup les enjeux, mais si vous en aviez qu'un à retenir, qui serait clé, lequel vous retiendrez, Manuel? Le rôle du nucléaire dans tout ça, je pense. Le rôle du nucléaire dans tout ça. Nucléaire dans tout ça. Oui. Ok, super, très bien, ça devait être court, c'était super. Du coup, le critère de l'hydrogène, la reconnaissance de l'hydrogène bas carbone au niveau européen, que l'hydrogène nucléaire en France soit reconnu pour l'atteinte des objectifs de RED 3 en particulier, ça c'est absolument crucial pour atteindre la décision finale d'investissement sur tous les projets dans l'Hexagone. Super, merci Pierre. Didier? On va parler de nucléaire puisqu'on l'a déjà évoqué. Donc moi je crois qu'il faut vraiment travailler sur la demande, quoi. C'est-à-dire il faut absolument trouver des gens qui sont capables de payer le premium. Et là, effectivement, on arrivera à débloquer les projets. On a travaillé beaucoup sur l'offre. Maintenant, il faut travailler sur la demande. Super, merci Didier. Benjamin? Et donc oui, pour un peu rebondir sur la demande, moi je pense que l'idée c'est vraiment axé sur la descente, sur l'hydrogène produit dans des processus intégrés, ce qui fait à l'heure actuelle avec les hubs industriels et autres, mais vraiment, je pense mettre l'accent sur ça, que ce soit à Dunkerque ou vers Marseille, là dans des projets qui sont en cours, et voilà. Super, merci beaucoup à chacun de vous, c'était super intéressant, j'ai trouvé très dynamique les échanges. Merci encore. Voilà, on va laisser la place pour la prochaine table ronde. Merci.